Aujourd'hui, je vais vous révéler 20 astuces secrètes utilisées par les grands maîtres, toute époque confondue, mais dont malheureusement on ne vous parle jamais ou presque. Alors ce sont surtout des techniques qui ne concernent pas la peinture elle-même, mais tout ce qui permet d'obtenir un tableau réussi avant même de poser la première touche sur la toile. Et je vous garantis que si vous appliquez ne serait-ce que 2 de ces astuces-là, de ces techniques, eh bien votre peinture va changer immédiatement. Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis plongé dans des carnets de maîtres, dans des lettres, dans des analyses d'histoire de l'art, et j'ai découvert vraiment des choses fascinantes. Alors, certaines de ces techniques, je les applique moi-même, même depuis des années, mais d'autres m'ont littéralement ouvert les yeux. C'est quelque chose de vraiment fantastique, ça m'a surpris, et ben, j'ai très hâte de vous les partager. Donc, aujourd'hui, c'est 20 meilleures astuces, si vous voulez, celles qui m'ont le plus marqué. Et surtout, comment vous pouvez les utiliser vous-même aussi dans votre prochaine séance de peinture, dans vos prochains tableaux. Mais tout d'abord, j'ai ce cadeau pour vous. J'ai préparé un e-book gratuit en PDF qui s'appelle « De total débutant à peintre confirmé, le guide complet ». Vous y trouverez 71 pages d'explications techniques, d'astuces pratiques et de conseils pour bien choisir votre matériel. Vous pouvez le télécharger tout de suite, le lien est juste en dessous dans la description. Alors la première astuce, c'est le sujet pivot. Alors qu'est-ce que le sujet pivot? Les maîtres choisissaient un élément qui décide de tout. Par exemple, Hopper, Turner, Sorolla, beaucoup d'artistes peintres, beaucoup, même Monet, utilisent le sujet pivot. Alors qu'est-ce que le sujet pivot? Ça va être la lumière, la palette de couleurs, le rythme, les lignes, quelque chose qui va faire le tableau sans être le sujet principal. Ça peut être une ambiance particulière, un moment de lumière, une émotion. Je vous donne des exemples précis. Par exemple, Hopper utilise la lumière, admettons la lumière très spécifique du soleil qui passe à travers une fenêtre, ou la lumière nocturne, des contrastes très forts dans la nuit pour éclairer son paysage urbain où on voit le bar ou le restaurant. Là, c'est cette toile vraiment très connue de Hopper. C'est sûr qu'il y a un sujet, c'est la vitrine, c'est la madame assise sur le lit, mais le sujet pivot, c'est la lumière, l'éclairage. Dans les tableaux de Turner, par exemple, le bateau qu'on voit à peine dans cette tempête, dans cette atmosphère, c'est le sujet. Mais le sujet pivot, c'est l'atmosphère. Si on prend Soleil levant, Impression soleil levant de Monet, le sujet du tableau, c'est le soleil, mais l'atmosphère, toute cette atmosphère-là, c'est le sujet pivot. Alors, le truc, c'est de se dire, bon, je vais faire un tableau avec un sujet pivot qui peut être, par exemple, et je vous donne un exemple, vous avez déjà vu ça, des tableaux avec des bouleaux, une forêt de bouleaux. Ce sont des troncs d'arbres vraiment verticaux, très rythmés. Le rythme, mon sujet pivot, c'est le rythme des lignes verticales. Peut-être une ligne d'horizon qui va qui va donner de la stabilité au tableau. Mais le sujet, alors le sujet pivot, c'est les lignes, mais le sujet du tableau, ça pourrait être un petit personnage caché derrière un arbre, on voit juste le visage qui dépasse. Un chevreuil au fond du tableau là-bas, un hibou sur une branche. Ça, c'est le sujet principal, le sujet. Mais le sujet pivot, c'est tout ça. Et d'utiliser ce sujet pivot, c'est tellement fort dans le tableau, c'est tellement présent que avec ça, vous ne pouvez plus manquer votre tableau, ça va lui donner une impression très particulière, quelque chose de très dominant et qui va faire le succès de cette toile. Alors sans m'en rendre compte, j'ai déjà utilisé un petit peu cette technique-là dans certains de mes tableaux, mais je ne savais pas que c'était le sujet pivot. Je l'ai appris donc en me plongeant dans les techniques sur Internet, bien sûr, puisqu'on trouve de tout sur Internet. Et je trouve ça vraiment super intéressant. La deuxième astuce,
Et je vous dirais que celle-là, je l'ai quand même beaucoup utilisée, même j'en ai beaucoup parlé, je vous en ai parlé même dans certaines vidéos, c'est de se fixer une contrainte volontaire. Par exemple, une palette limitée, hein, je l'ai dit très souvent. Un temps limité, je l'ai fait aussi d'ailleurs dans mes formations, tous les exercices de daily painting. C'est ça, j'ai un temps limité et une autre contrainte supplémentaire en plus. Par exemple, utiliser un seul pinceau pour faire tout le tableau. Alors Monet, encore une fois, Sargent le faisait vraiment tout le temps. C'est quelque chose qui a été utilisé par beaucoup de grands maîtres de toutes les époques. Et aujourd'hui, les artistes peintres professionnels utilisent encore cette méthode-là. Et c'est certain que ça va donner quelque chose de très particulier au tableau, qui est finalement, on pourrait quasiment dire, c'est un sujet pivot aussi, là, qu'on retrouverait dans ce tableau-là. Alors, ça simplifie tout, on ne rentre plus dans les détails, ça libère beaucoup la créativité et ça empêche aussi de surcharger le tableau. La troisième astuce, c'est la mini-étude. Et là, on va mettre des petits guillemets, ratée volontairement. Encore une fois, Sargent réalisait une première version bâclée très rapidement de son tableau, juste pour s'enlever la pression. Et après ça, il pouvait faire son tableau. J'ai déjà fait ça, personnellement, je l'ai déjà fait. Par exemple, lorsque j'ai peint les grandes roses, le grand tableau des roses, un tableau que j'ai fait il y a très longtemps, mais je le faisais surtout au fusain, c'est-à-dire que je prends une feuille de papier de la grandeur du tableau, très grande feuille de papier à dessin, ou plutôt papier journal, papier manille, pourquoi pas, et au fusain, je fais mon premier dessin à main levée, très rapidement, bâclé, un peu comme Sargent, bâclé, vraiment bâclé, et ça m'enlève la pression. D'abord, ça m'enlève la peur, et en même temps, ça me permet déjà de prendre une première connaissance de mon sujet, de prendre en note, de dire, oh ben là, ça je l'ai manqué, c'est bâclé, je l'ai manqué, c'est trop grand, c'est trop petit, c'est pas dans la bonne direction, et ça je l'enregistre et je le sais pour quand je vais le faire en vrai et bien sur ma toile, et je vais pouvoir apporter ces petites corrections-là. Moi j'appelais ça déjà un échauffement finalement, avant de savoir que c'était utilisé par des grands maîtres, mais eux ils le font à la peinture directement. Et moi, j'ai jamais fait ça à la peinture directement sur un tableau. Alors, pourquoi ne pas l'adopter? Honnêtement, je pense que je vais l'adopter. C'est une méthode qui donne vraiment une liberté incroyable pour ensuite faire le vrai tableau, la vraie version du tableau, avec plus d'applications. Mais cette première pratique nous aura vraiment libérer, enlever la peur et apporter un peu plus de connaissance du sujet avant de l'attaquer en vrai. La quatrième astuce, et celle-là, je ne la connaissais pas du tout, ou même j'aurais cru que c'était pas bien de faire ça. C'est observer 30 secondes, peindre 30 secondes. Si j'observe mon sujet, 30 secondes, c'est long 30 secondes, et qu'après je vais peindre pendant 30 secondes, moi je me dis, ben, je vais peindre avec le souvenir de ce que j'ai vu, et non pas ce que je vois vraiment, puisque lorsque je donne des cours, lorsque je donne des conseils, je dis, il faut pas utiliser la mémoire, mais vraiment l'observation. Donc, je vois ça, je fais ça, je vois ça, je fais ça. Tu sais, c'est comme instantané, un petit bout à la fois, justement, pour pas utiliser la mémoire. Et bien là, c'est l'inverse, c'est travailler avec la mémoire. Alors, justement, le but, ça n'est pas de peindre de mémoire, vraiment, mais c'est simplement de ne pas rentrer dans le détail et de faire vraiment ce qui est le plus général. Et on peut faire ça pour les premiers moments du tableau, les premières 10 minutes, juste pour mettre en place les grandes masses et l'essentiel. C'est un truc que je ne connaissais pas vraiment, mais quand j'y repense, j'ai déjà vu des vidéos d'artistes peintres qui font du portrait et qui vont commencer, ce que je ne fais pas non plus, par le contour du portrait, le contour du visage, et qui vont justement mémoriser cette forme générale, cette proportion, parce que en insistant un petit peu sur l'observation comme ça pendant 30 secondes, ça me permet, admettons, de voir que la hauteur de mon ovale va faire par exemple 1,5 fois la largeur, par exemple, ça dépend de la position du visage. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pour donner un exemple. Une fois que j'ai enregistré tout ça, les formes et tout, je vais pouvoir l'appliquer sur mon tableau, mon sujet. Et là, il me vient une idée d'un coup, ça me fait penser à l'instant, là, c'est instantané. Je me souviens
Et je pense que c'était dans un cours justement de dessin à l'université où on m'avait fait prendre conscience aussi que si j'observe, mettons, euh, un corps humain, un visage, une forme, pendant longtemps, 30 secondes, c'est très bien, contrasté, c'est-à-dire noir sur fond blanc, par exemple, je le regarde 30 secondes sans bouger mon visage, et lorsque je regarde ma feuille blanche, cette forme apparaît sur ma feuille blanche. Et là, je vais pouvoir la dessiner avec la mémoire qui s'est incrustée dans ma rétine. Hein. Vous le savez, ça existe ça. Si vous regardez un carré rouge sur un fond blanc pendant 30 secondes, vous regardez une feuille blanche, vous allez voir ce même carré, mais vert. Et en noir et blanc, ça se fait aussi. Peu importe, la forme sera là aussi, parce que ça s'est enregistré dans la rétine. Bon, ça c'est un petit truc qui vient de m'arriver comme ça, mais c'est pas, ça n'est pas la quatrième astuce qui est vraiment d'observer 30 secondes et peindre 30 secondes. Et comme ça, 30 secondes, pour pour tous les éléments qui vont construire le tableau, et ça me permet de le faire vraiment sans rentrer dans le détail, parce que je n'aurai pas cette observation précise du détail. La cinquième astuce, c'est de définir le mot du tableau. On pourrait quasiment définir le titre du tableau avant même de le commencer. Turner, encore une fois Turner, Vermeer le faisait. Choisir par exemple le mot solitude, fraîcheur, tension, mystère. Et dès que votre mot est choisi, vous allez pouvoir prendre toutes les décisions à partir de ce mot-là, plus simplement. Ça va être la lumière, la composition, les couleurs. Tu sais, si vous y allez avec le mot, allez, solitude. Solitude, donc de suite, ça peut être quelque chose de grand, avec un petit sujet dedans, pour que ce sujet soit seul dans tout ça. Il faut que tout ça soit un petit peu dans la même ambiance, le même ton coloré, les mêmes valeurs, pas trop de contraste, vous voyez. Ça va augmenter cet effet d'immensité et forcément donc de solitude. Donc vous voyez, vous avez un mot qui va être un peu le fil conducteur de votre tableau. Ça vous permet aussi, lorsque vous faites de la peinture, d'interpréter plus. Ça vous permet de devenir plus créatif, non pas juste recopier ce que vous avez sur une photo. Mais vous pouviez très bien avoir une photo qui représente déjà un petit peu la solitude. Et grâce à ce mot solitude, vous allez pouvoir en apporter encore plus sur votre tableau en utilisant tout ça, les couleurs. La composition, beaucoup aussi, les couleurs, les valeurs. Et en jouant avec tout ça, on peut arriver à renforcer ces impressions-là. C'est vraiment très utile, ça va vraiment facilement vous apporter quelque chose en plus dans votre peinture, dans votre tableau, sans avoir à travailler trop fort. Parce que bien souvent, et surtout les débutants, quand ils trouvent que c'est difficile la peinture, qu'est-ce qui est difficile? Vous êtes posé la question? La plupart du temps, c'est d'arriver à représenter fidèlement ce qu'il y a sur la photo. Et dès qu'on commence à interpréter, à apporter notre vision des choses, ça devient plus facile. La sixième astuce, c'est la carte de valeur en 5 niveaux. Alors ça, c'est quelque chose que je connaissais, que je pratiquais, mais moi, je pratiquais plutôt 4 niveaux que 5. Et 5, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très bien. 5 valeurs, 5 niveaux, 5 tons fixes. Bleu-blanc, le ton clair, le ton moyen, le ton foncé et le noir. Et là, vous pouvez faire un petit dessin de votre futur tableau, un sketch. Et souvent, je le fais au même ratio que la toile, mais tu sais, peut-être, en centimètres, ça pourrait être, allez, 10 par 15 centimètres à peu près. Je faisais 4 valeurs, mais 5 c'est mieux, avec un crayon. Prenez un crayon HB, vous appuyez plus ou moins, puis pour les plus noirs, vous y allez avec du 6B, 8B, pour aller vraiment faire du noir. Et là, vous allez pouvoir faire vos 5 valeurs qui vont bien représenter la structure de votre tableau, sa composition, et vous permettre de vérifier si les valeurs sont bonnes, si la composition est bonne. Et si c'est bon sur votre sketch, sur votre petit papier, vous allez pouvoir le faire sur le tableau. Si c'est pas bon, on peut corriger en faisant des modifications de composition, des modifications de valeur, simplement. Ah ben c'est parce que les contrastes sont pas assez forts, ou au contraire ils sont trop forts, et puis on modifie les choses. Alors ça, cette masse-là foncée, elle est trop grande, fait qu'on va pouvoir ajouter quelque chose de plus pâle dessus, etc., etc. C'est quelque chose vraiment de très important à faire lorsque vous avez un sujet, un modèle qui est là, une photo par exemple,
Plutôt que de commencer de suite à peindre votre tableau en essayant de reproduire la photo, essayez ce système-là de votre carte de valeur à 5 niveaux pour voir si ça va faire un beau tableau. Parce qu'attention, une belle photo ne fera pas forcément un beau tableau. Souvent, une très belle photo va nous paraître très belle parce que justement, c'est très réaliste. Et des fois, peindre très réaliste, ça devient un chantier immense, un défi qu'on ne peut pas relever si on n'a pas un certain niveau et surtout l'envie de peindre si réaliste que ça. Et si on ne le fait pas si réaliste que ça, ben notre tableau il est pas beau parce que c'est ce qui rendait le sujet beau, c'était le réalisme. Voilà. Donc si on veut peindre plus facilement, un peu plus rapidement, être plus créatif, apporter notre personnalité dans le tableau, il vaut mieux laisser un petit peu la copie de photo, encore une fois, revenir dans la création. Et cet outil-là, la carte de valeur à 5 niveaux, c'est un outil merveilleux pour rendre vos tableaux plus beaux. Et l'astuce numéro 7 qui rejoint un petit peu la 6, mais différemment, c'est la mini-vignette seulement de 2 par 3 cm à peu près. Alors là, on est vraiment extrêmement petit. Et donc, vous pouvez faire cette chose-là, ces petites vignettes-là de 2 à 3 cm, surtout si vous voulez composer quelque chose de créé complètement. Vous voulez pas peindre d'après une photo ou très peu, c'est-à-dire que la photo, vous prenez juste l'idée du sujet. J'aime ce sujet. Je voudrais mettre ce sujet-là dans ce décor-là, par exemple. Vous voyez, on peut recomposer. Et là, on va faire des mini-vignettes, 2 par 3 cm, pas plus gros. Et en 5 minutes, vous allez pouvoir tester 5 à 10 compositions différentes. C'est tellement petit avec cette taille, c'est impossible d'aller dans les détails. C'est juste la petite structure qui va rester là. Et là, vous pouvez appliquer à ce moment-là 2, 3 valeurs, 3, 4 maximum, vous voyez, juste pour marquer les ombres et lumières, et surtout votre schéma abstrait, schéma de composition, à savoir si ça ferait un beau tableau, cette composition-là. C'est quelque chose que j'ai beaucoup montré aussi dans mes cours, mais pas si petit. Non, franchement, pas si petit. Mais l'idée me plaît beaucoup. Et je pense que ça aussi, je vais l'adopter. Je vais essayer de le faire dès que ça sera possible. Dès que j'ai une création à faire, une composition, je vais l'essayer. Je suis sûr que ça va m'aider énormément. Alors, cette 8e astuce, lorsque je l'ai découverte sur Internet, je me suis dit, ah ben tiens, je le faisais depuis longtemps, je l'enseignais, je l'ai toujours dit à mes élèves de le faire. C'est de s'éloigner de la toile en se retournant, on s'éloigne très loin, puis on se retourne vers le tableau plus tard. Et donc, j'ai su que Sargent, encore une fois, et Sorolla faisaient ça. Ça semble étrange quand même, mais c'est vraiment très, très efficace, c'est redoutable. Vous êtes en train de peindre. On est sur le côté droit de notre cerveau, parce qu'on reproduit ce qu'on voit, on essaye de faire ce qu'on peut. Et comme je le dis souvent, pendant qu'on peint, on ne peut pas juger notre travail, parce que sinon on déferait tout, on recommencerait tout. Il faut se reculer. Et c'est comme ça qu'il faut se reculer. Donc je pose mon pinceau sur la table, je me lève, je tourne le dos au tableau, et je me recule d'au moins 10 pas. Je vais loin. Et là, une fois que je suis assez loin, je peux me retourner vers le tableau. Et qu'est-ce qui se passe là? J'ai un choc visuel. Parce que le tableau se révèle à moi comme si c'était pas moi qui l'avais peint. Et là, soit je le trouve super beau, d'ailleurs c'est la plupart du temps, c'est comme ça qu'on le trouve beau, et que ce qu'on aurait jugé pas bien de près, de loin, ça va super bien. Ou bien au contraire, c'est là où on voit les erreurs. Ou bien les deux, on le trouve beau, mais ah, ben là, il y a ça à arranger, il y a ça à corriger. Moi, dans mon cas, moi personnellement, c'est ça. Je le trouve beau, mais il y a des choses à corriger. Puis c'est le meilleur moment, la meilleure façon de faire pour pouvoir découvrir le tableau, le redécouvrir et apporter les bonnes corrections. Pas ce qu'on aurait voulu corriger lorsqu'on est devant le tableau de proche. C'est vraiment, c'est efficace à 100%, ça fonctionne à 100%. Alors, je vous recommande d'appliquer cette façon-là parce que c'est vraiment... c'est bon, c'est un remède miracle. La 9e astuce rejoint un petit peu la 8e, c'est simplement de faire une pause qu'on pourrait appeler la pause œil neuf d'au moins 2 minutes. Donc voilà, on peut se lever ou non, mais fermer les yeux, respirer, penser à autre chose, regarder ailleurs.
fermer les yeux ou regarder ailleurs. Puis on respire, puis on se détache du tableau, donc on fait une réinitialisation du cerveau par rapport à la perception du tableau. Donc on s'en détache aussi, mais sans se lever, sans faire 10 pas, sans tourner le dos. Puis après ça, au bout de 2 minutes, un bon 2 minutes au moins, quand on revient, on voit le tableau comme si ça n'était plus le nôtre, comme si c'était le tableau de quelqu'un d'autre. Et là, on va pouvoir voir encore une fois mieux les défauts, les petits problèmes qu'on pourrait avoir à corriger. On le redécouvre et même des fois, parce que c'est très psychologique aussi, je me le dis à moi-même des fois, ou je l'ai dit déjà à d'autres personnes, des élèves, quand tu revois ton tableau comme ça, tu reviens dessus, tu le redécouvres un peu comme si c'était pas le tien, ben fais comme si c'était pas le tien, si c'était le tableau de quelqu'un d'autre. Et là, c'est puissant psychologiquement. À cette personne-là, qu'est-ce que tu lui dirais de corriger? Quels seraient tes commentaires à cette personne si tu te permettais, s'il te demandait qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu arrangerais dans ce tableau-là? Et c'est très puissant ça aussi parce que là, on s'en détache émotionnellement. Il faut vraiment arriver à se mettre à la place de l'autre finalement, ou plutôt que l'autre se mette à votre place. Et vous allez voir comme des fois, il y a des choses qui se révèlent à vous, là, que vous n'auriez pas fait vous-même parce que ce côté émotionnel vous empêche d'avoir le bon jugement. Et là, vous l'avez, le bon jugement. Pour cette 10e astuce, alors là, on n'a pas encore commencé à peindre. Ce sont les 3 choses intéressantes pour choisir un sujet. Une méthode qui est attribuée, encore une fois, à Sargent. Sargent, on en entend souvent parler. C'est un peintre américain, je pense. Je ne sais pas s'il est britannique, qui est parti aux États-Unis, ou si c'est un Américain. J'ai une doute là-dessus. Là, je ne connais pas vraiment son histoire, ou du moins, je m'en souviens plus. Mais moi, je le vois vraiment beaucoup cité par les peintres américains. Sargent, c'est John Sargent, c'est le peintre impressionniste américain qui plaît aux Américains. Et moi, donc, c'est sûr que je le vois très souvent. Je vois beaucoup ses œuvres et je les aime beaucoup aussi. Alors, les 3 choses intéressantes pour choisir un sujet, ou si vous voulez un bon sujet, doit avoir un rythme intéressant, un contraste fort et une couleur dominante attrayante. C'est simple, c'est facile, c'est brillant. Il suffit de regarder nos sujets avant de les peindre, ou même des peintures qu'on a déjà faites, et se poser les questions. Est-ce que j'ai un rythme intéressant? Est-ce que j'ai un contraste fort, une couleur dominante attrayante? Mais attention, on peut très bien avoir, moi j'ai des tableaux où le contraste fort, il n'est pas là. C'est une volonté. Parce que là, si on revient à la première astuce, qui était le sujet pivot, si le sujet pivot, c'est justement d'avoir très peu de contraste, ben là, à ce moment-là, on a une autre astuce qui vient remplacer celle-là. N'oublions pas que on ne peut pas tout combiner, ça serait impossible. Hein. Donc choisissez 2 astuces pour faire un tableau, puis vous allez voir que ça va beaucoup améliorer vos peintures, c'est certain. Donc ça, c'en est une. Alors celle-là, la 11e astuce, est vraiment très intéressante, je l'adore. C'est une autre perspective. Celle-là, on peut l'attribuer à Velázquez et Manet. Les débutants, dans les tableaux, dans les peintures, souvent, ajoutent des éléments. Les maîtres, eux, les retirent. Donc cette astuce, on pourrait la titrer comme ça, c'est définir ce qu'on supprime avant ce qu'on peint. Définir ce qu'on supprime avant ce qu'on peint. Donc il faut se poser la question, avant de commencer à peindre, c'est qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je retire? Qu'est-ce qui n'est pas important dans le tableau? Qu'est-ce qui me donnerait du travail? Beaucoup de travail pour rien comme résultat. Dans tout ce qu'il y a ici, dans ce tableau-là, dans ce sujet, dans cette photo, dans ce modèle. Et la simplification d'un sujet, c'est ce qui va y donner plus de force, d'impact et d'importance. Si vous avez un sujet pivot, par exemple, allez, on a je reviens sur les troncs de bouleaux verticaux qui donnent du rythme, avec juste une petite tête là-bas derrière. C'est ça qui est important. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait ici du ciel, ici du vert, en bas des feuilles mortes? Pourquoi est-ce qu'on aurait toutes ces autres choses-là qui viendraient brouiller mon sujet pivot? Donc on simplifie, allez, on enlève le ciel, on met que du feuillage partout. On enlève les feuilles mortes au sol, c'est juste un sol neutre. On diminue, on enlève des choses. Il y a des branches en trop. C'est les troncs que je veux pas les branches. Vous voyez? On simplifie et on a un meilleur résultat. Donc ça, c'est vraiment, j'adore ça, cette perspective-là, et puis il va falloir que je l'utilise, parce que moi-même, je n'utilise pas
cette chose-là, c'est qu'est-ce qu'on supprime avant de savoir qu'est-ce qu'on peint. J'aime beaucoup. La 12e astuce, c'est préparer mentalement le tableau la veille, qu'on attribue à Sorolla, Zorn aussi. Et j'avoue, on peut me l'attribuer à moi aussi, mais même pire que ça, c'est même pas la veille. Je le fais naturellement, je le fais pas exprès, ça me vient tout seul. Je prépare le tableau ou un tournage de vidéo, peu importe ce que j'ai à faire, je le prépare mentalement dans ma tête. La plupart du temps, c'est le soir, dans le lit. Admettons, je ne lis pas, je pense, je réfléchis, je pense. Je visualise la composition, je visualise la palette, la lumière, je pense à comment je vais faire ça, les étapes que je vais suivre. Tu sais, je prépare mentalement mon tableau, mon tournage, peu importe, je le prépare la veille. Et puis, ça m'empêche pas de dormir, hein. Je fais ça assez passivement. Mais j'y pense, tout ça, puis après, je m'endors. Et c'est incroyable comme le matin, lorsqu'on se réveille, tout est clair. Comme si toutes les solutions arrivaient toutes seules le matin, ça y est, c'est réglé. Des fois, je me lève le matin, oh, je vais prendre des notes, toc, 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 j'écris ça, parce que ça rentre là, ça arrive tout seul. La solution à tous les problèmes est arrivée là, ça y est. Et c'est fou, hein, je sais pas pourquoi, faudrait que je demande à un docteur pourquoi ça fait ça. Mais moi, personnellement, ça marche très très bien. Alors pourquoi pas vous, je vous conseille, hein, pensez-y le soir, quand vous vous couchez, ou pensez-y la veille, même dans l'après-midi. On pense, on réfléchit. Vous pouvez faire un plan, prendre des notes et tout ça, puis après, le soir, vous vous couchez. Le matin, il se passe quelque chose, il y a quelque chose à écrire, c'est sûr. Le matin, vous allez avoir des solutions qui vont apparaître. La 13e astuce, c'est déterminer l'intention de lumière. Alors ça, on peut l'attribuer à Rembrandt, entre autres, hein. Hopper, bien entendu, Hopper aussi. La lumière, quelle va être la lumière dans mon tableau? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est une lumière rasante? Est-ce que c'est une lumière diffuse? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est chaude? Une fois qu'on a l'intention de la lumière, lorsqu'on l'a choisie, tout devient cohérent automatiquement dans le tableau. On a la direction de la lumière, on a sa couleur, on a son intensité, les ombres vont être cohérentes, les lumières vont être cohérentes dans tous les éléments du tableau. Surtout si on est en mode création, qu'on invente notre sujet, et là vous allez pouvoir utiliser au moins 5 ou 6 des astuces de cette vidéo d'aujourd'hui. Le sujet pivot, écoutez, je pourrais revenir en arrière, le sujet pivot, la contrainte volontaire, les miniatures, les petites vignettes de 3 cm. On en a beaucoup des astuces à appliquer là-dedans et vous allez pouvoir vraiment créer un tableau de A à Z sans avoir la moindre photo si vous voulez. Donc pensez-y à déterminer l'intention de la lumière avant même de commencer à peindre. La 14e astuce, c'est le mode brouillard. Et ça, je pense que je vous l'ai montré dans une vidéo. J'avais fait un bouquet de fleurs sur le vif, il me semble, là. Je pense que c'est dans une vidéo sur YouTube. Je suis pas certain que ce soit dans la formation. C'est sur YouTube. C'était pas sur le vif, c'était d'après photo. Oui, c'est ça, d'après photo. Il faut flouter la photo du sujet. Disons que j'avais fait la photo du sujet qui était sur la table ici. Je l'avais pris en photo. Puis après, je l'ai flouté avec un petit flou gaussien. Et là, on va voir immédiatement seulement les grandes masses, les valeurs, les zones dominantes du tableau sans rentrer dans le détail. Et même la première couche peut être faite tout avec comme modèle simplement la photo floutée. Et après ça, on met la photo nette pour faire les détails. C'est une astuce qui vous permet de peindre plus rapidement pour avoir plus facilement et rapidement les bonnes valeurs, les bonnes couleurs, la bonne composition, les bonnes formes, les bonnes masses, pour vous permettre plus facilement de ne pas tomber dans le détail trop vite, puisque les détails, on les fait qu'à la fin, et malheureusement, trop de personnes commencent les détails trop tôt, donc on ne fait pas les détails. Et l'autre gros avantage que personnellement je trouve, c'est que il y a des flous qu'on va conserver dans le tableau pour n'apporter de la netteté qu'aux endroits où c'est vraiment nécessaire. Et j'aime énormément ces tableaux, ces peintures un peu impressionnistes, où il n'y a que certaines choses nettes et que d'autres choses restent floues. Et ça va augmenter cet effet un petit peu de profondeur, ou si vous voulez, on vous donne, le peintre, l'artiste,
vous dit où est-ce que vous faites le focus dans le tableau. Parce que si vous regardez un bouquet de fleurs, vous regardez 7 fleurs, les autres vous les voyez floues, puisque vous n'en regardez qu'une de fleurs. Ben, c'est un peu ça que l'artiste fait avec cette méthode-là. Donc, floutez la photo du sujet, de votre modèle, avant de commencer à peindre. Et quand vous commencez, allez-y, votre première couche avec la photo floue, vous allez voir la différence, autant dans le temps de travail, la facilité, puis le résultat, c'est vraiment quelque chose de super. J'aime beaucoup ça aussi. La 15e astuce, c'est de chercher l'ombre la plus sombre. Là, on attribue ça à Velázquez. Une fois que vous connaissez le noir le plus sombre dans votre tableau, toutes les autres valeurs, vous allez pouvoir les ajuster, les organiser autour de ce noir-là. Vous savez combien les valeurs sont importantes dans un tableau. Et on le fait souvent d'ailleurs. Lorsqu'on commence une première couche, la plupart du temps, on va commencer par les zones les plus noires, les plus foncées. Après, on va faire les plus blanches et les moyennes après. Et c'est justement ce noir, ce foncé-là, le plus noir, qui parfois n'est pas complètement noir, hein. C'est un foncé. Par rapport à ce foncé-là, comment sont les autres valeurs? Et si vous avez un sujet qui, par exemple, j'en ai vu un récemment d'ailleurs, vous avez un fond très sombre, un sujet, mettons quelqu'un qui a une chemise grise, un gris très foncé et un fond presque noir. Comment bien peindre la valeur de cette chemise-là si on n'a pas le noir derrière? Fait qu'on va la faire trop noire ou pas assez. Donc c'est vraiment ce noir qui est important à positionner en premier. Et c'est par rapport à l'ombre la plus sombre qu'on va pouvoir ajuster toutes les autres valeurs. Et c'est peut-être pas de le peindre tout de suite, mais bien de le voir sur votre modèle, sur votre sujet, pour pouvoir bien le placer dans votre tableau. Et donc ce noir-là, c'est un repère qui est vraiment fantastique, surtout en peinture à l'huile. L'astuce numéro 16, c'est la palette émotionnelle. Delacroix, par exemple. Tous les pré-raphaélites, c'est-à-dire avant Raphaël, utilisaient cette méthode-là. Choisir des couleurs selon l'émotion et non pas selon la réalité. Par exemple, si vous voulez que votre tableau soit plus mélancolique, on peut y aller avec plus des verts bleutés. Si vous voulez avoir de la chaleur, on va y aller avec des ocres, des oranges, des rouges. Bien entendu, le côté mystérieux, ça va être plutôt les violets, des noirs foncés, des noirs verdâtres, des couleurs très foncées. Pour la fraîcheur, des bleus cyan, des céruléums, des jaunes doux, assez chauds, va apporter aussi la fraîcheur. C'est juste des exemples. Mais donc, on peut choisir notre palette de couleurs en fonction de l'émotion qu'on veut donner sur le tableau. Et je dois avouer que moi, personnellement, je n'ai jamais ou très peu, ça m'est arrivé. Je me souviens d'un tableau, oui, où j'avais choisi de mettre tout ça chaud, très orangé, des rouges et tout ça, avec peut-être une toute petite touche de bleu ici ou là, mais très très peu. J'avais souhaité, d'ailleurs à partir d'une photo qui était vraiment très verte, et donc j'étais parti complètement dans une optique d'apporter une émotion sur ce tableau-là, une palette émotionnelle. Donc l'émotion, c'était plutôt la chaleur. Donc moi, je travaille quand même beaucoup avec les harmonies colorées, mais je dois vous dire que aborder la palette par l'émotion, c'est quelque chose que je trouve vraiment très, très intéressant. Je vais peut-être, j'y pense là, peut-être que je vais l'utiliser prochainement. Je trouve ça quand même assez incroyable. J'ai envie de l'essayer. J'ai envie de la réessayer parce que j'ai fait ça il y a très, très, très longtemps. Alors, la 17e astuce, c'est de retourner la toile. Je pense que je voulais montrer dans une vidéo aussi, il y a peut-être 2-3 ans, là, où pour voir les erreurs, pour voir l'équilibre des masses, pour vérifier notre composition, pour vérifier un petit peu tout, c'est bien de mettre la toile à l'envers, c'est-à-dire la tête en haut, les pieds en bas. Ou l'inverse, plutôt la tête en bas, les pieds en haut. Oui. Et donc, là, les erreurs sautent aux yeux. Tout de suite, on va voir ce qui ne fonctionne pas dans l'équilibre, dans la composition, les grandes masses, les contrastes, les valeurs, les couleurs, l'harmonie colorée, tout va nous sauter aux yeux. Pourquoi? Parce que on ne voit plus le tableau, on voit ce qu'il contient dans un ordre différent, mais il n'y a rien qu'à changer. Rien qu'à changer, c'est juste qu'il est à l'envers. Donc on le voit peut-être plus un peu comme un tableau abstrait, finalement, mais comme un tableau abstrait doit être aussi bien composé, bien harmonisé, on va le voir comme ça. Et là, si c'est mal composé, mal harmonisé, on va le voir tout de suite, et on va pouvoir apporter les corrections
on le remet à l'endroit, on dit, bon ben là, finalement, cette couleur fonctionne pas, ça saute trop aux yeux, ou au contraire, ici c'est trop clair, ici c'est trop foncé, on va apporter les corrections nécessaires d'une manière générale, bien sûr pas dans le détail, mais c'est vraiment pour cet ensemble-là qu'on va pouvoir apporter toujours un plus et améliorer notre peinture. La 18e astuce qui ressemble beaucoup à la 17e, mais qui cette fois-ci garde toute la cohérence du côté réaliste du tableau, c'est le test du miroir. Caravaggio, les portraitistes, entre autres, le font très souvent. On prend un miroir, on le met ici, la toile est là, je regarde mon tableau dans le miroir et je le vois bien sûr à l'envers. Ça fait comme un flip horizontal. Et là, tout de suite, on voit les problèmes, surtout les problèmes dans le portrait, les proportions, par exemple. On le voit immédiatement. On va voir les inclinaisons, les déséquilibres. S'il y a un œil qui est plus gros que l'autre, c'est là on le voit tout de suite. C'est sûr, ça fonctionne. Alors bien sûr, le miroir, mais aujourd'hui, on pourrait très bien prendre la photo et la mettre à l'envers dans notre téléphone, par exemple. On fait un flip horizontal, puis on le voit aussi sur l'ordinateur, pareil. À l'ancienne, manière ancienne, c'était le miroir, et ça fonctionne toujours bien d'avoir un miroir. Moi, j'en ai juste derrière ici. J'ai toujours un miroir dans mon atelier, un grand miroir aussi. La 19e astuce, et celle-là, je la fais toujours. C'est pas quasiment toujours, c'est tout le temps. Je ne peins que en faisant ça, c'est plisser les yeux. Plisser les yeux, je regarde à travers mes cils. C'est peut-être même le geste le plus ancien que faisaient les artistes peintres. C'est une façon de voir moins de contraste, moins de différence, moins de détails. Tout ce qui est, on va dire, faible dans le tableau, on ne le voit plus, on ne voit que ce qui est fort, que ce qui est gros. Au niveau des formes, au niveau des contrastes, au niveau des couleurs aussi. En plissant les yeux, les valeurs s'unifient. Les couleurs s'unifient, les détails disparaissent et la structure principale, elle apparaît. Elle apparaît plus fortement. Si vous regardez les yeux plissés, le tableau d'un artiste impressionniste, le tableau devient réaliste. Les petites taches de peinture disparaissent. Les pointistes aussi, les post-impressionnistes aussi. Vous regardez comme ça, les petites taches disparaissent, ça s'unifie, les formes s'unifient. Et si vous regardez là, une photo, les yeux plissés, et un tableau impressionniste de cette photo-là, les yeux plissés, vous voyez plus de différence. C'est la même chose, les deux. Donc, lorsque je peins, c'est pour ça que j'ai souvent les yeux plissés. Parce qu'avec les yeux plissés, mon tableau doit ressembler au modèle, que ce soit une photo ou sur le vif, peu importe. Ça y ressemble beaucoup, donc c'est bon. Si ça ne ressemble pas, c'est parce que j'ai pas assez foncé, ou j'ai trop foncé, ou ma couleur elle est pas assez saturée, ou elle est trop saturée, ou cette forme est trop grosse ou trop petite. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui est trop quelque chose et qu'il faut corriger. Sinon, il faut que ce soit pareil, les yeux plissés. Et ça marche. Ça, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est pour moi la méthode qu'on est obligé d'utiliser pour avoir un bon résultat. Alors peut-être que je me trompe, mais personnellement, c'est ce que je fais. Alors, on arrive à la 20e et dernière astuce, vérifier en noir et blanc. Alors, peut-être qu'à l'époque, les grands maîtres ne pouvaient pas le faire parce qu'il n'y avait pas l'appareil photo, mais les grands maîtres d'aujourd'hui, les grands peintres, les professionnels d'aujourd'hui, le font très certainement. C'est prendre la photo de votre tableau, votre peinture, et la mettre en noir et blanc. Sur les téléphones, vous avez un filtre noir et blanc. Vous pouvez le mettre sur l'ordinateur en noir et blanc. Vous pouvez même, je pense, mettre un filtre noir et blanc sur votre téléphone sans prendre la photo, le mettre devant votre tableau et ça fonctionne. Alors, vous pouvez le mettre devant le modèle, devant le tableau, devant le modèle, devant le tableau. Et là, c'est impitoyable, c'est sûr, ça marche. Vous voyez tout ce qui va manquer comme contraste, comme valeur. Donc, c'est là où on va vraiment pouvoir corriger les valeurs. Et vous savez, les valeurs, c'est encore plus important que les couleurs en peinture. Si vous voulez donner des effets réalistes, tridimensionnels, tout ça, la profondeur, les volumes, c'est les valeurs, les ombres, les lumières, le foncé, le clair. Et donc, avec le noir et blanc, c'est le meilleur outil pour pouvoir vérifier ça. Et ça fonctionne, c'est sûr, ça marche très très bien. Vous allez pouvoir vérifier votre tableau. Pas que les valeurs d'ailleurs, vous allez pouvoir vérifier encore une fois la composition, encore une fois le sujet s'y sort bien, tout ça. Mais attention quand même parce que, par exemple, un rouge et un vert sont complémentaires. C'est un contraste très fort, le rouge à côté du vert. Mais s'ils sont d'intensité, de valeur égale,
En noir et blanc, vous voyez plus de différence, ça fait un gris égal. Donc là, vous avez perdu complètement ce contraste-là. Donc, il faut tenir compte de ça. Si vous faites la vérification en noir et blanc, il faut la faire un petit peu aussi en tenant compte de ce phénomène que les complémentaires ne seront pas aussi contrastées que lorsqu'elles sont en couleur. Alors voilà les 20 astuces, les 20 techniques qui peuvent complètement transformer votre manière de peindre, le résultat sur vos tableaux. Alors j'espère que vous avez pris des notes. Sinon, vous pouvez revoir la vidéo. Vous avez en dessous de la vidéo les chapitres où vous allez pouvoir cliquer sur une des astuces qui vous intéresse le plus si vous voulez la revoir. Certaines sont anciennes, certaines sont plus modernes ou même très modernes, mais elles ont toutes un impact très important lorsqu'elles sont appliquées au bon moment dans la réalisation de votre peinture, de votre tableau. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez les combiner pour avoir encore plus d'impact dans votre façon de peindre. 20 astuces, c'est beaucoup, mais maintenant, donc j'aimerais justement avoir votre avis. J'ai besoin de vous. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires laquelle de ces 20 astuces vous intrigue le plus, laquelle vous aimeriez peut-être que j'utilise en démonstration, ou pourquoi pas même je pourrais en utiliser une, en appliquer une dans un tableau complet, pas à pas. Et à ce moment-là, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Alors dites-moi-le en commentaire. S'il y en a une que vous voulez que je développe un peu plus, que je l'utilise en démonstration, que je fasse vraiment une démonstration, une tableau pas à pas. Et comme ça, je pourrai choisir les suggestions les plus demandées et je vous ferai une vidéo spéciale. Alors n'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement, si vous ne l'avez pas déjà, le e-book de Total Débutant à peintre confirmé. Merci aussi de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner aussi si vous ne l'êtes pas encore à la chaîne pour être avisé à chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. Et si vous aimez ce genre de vidéo, je vous recommande aussi de regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre 7 erreurs subtiles mais puissantes qui peuvent étouffer votre créativité sans même que vous vous en rendiez compte.